Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour et bienvenue sur la Rythme. Donc c'est l'épisode 29 et avant tout bonne année. Donc bonne année de la part de toute l'équipe. On vous souhaite plein de bonheur, tout ce que vous voulez. Alors pour cet épisode 29 sont présents Pruno. Bonjour. Deagle. Bonjour. Et à nouveau Smokeman. Bonsoir. Voilà, et moi-même Elena, et donc je suis la seule représentante féminine de cet épisode. Nous déplorons l'absence d'Ailis et de Purple, voilà. Sinon, Pardon ? Alors, quand même, je veux dire qu'on fait vachement mieux que l'an dernier parce que en 2008, on avait souhaité bonne année dans un épisode qui est sorti début mars. Donc là, a priori, on se sort avec un peu moins de retard que la dernière fois, quand même. Oui, j'espère. Car l'épisode d'aujourd'hui ne sortira que fin février. Et d'ailleurs, pour éviter tout problème l'année prochaine, bonne année 2010, hein, il faut le dire. Oh, même 2011, comme ça on est peinard. D'accord. Oui, alors pour commencer l'année 2009, je sais pas si on peut dire de façon forte, mais enfin bon, ce qui est sorti le plus récemment, c'est que il commence à y avoir des gens qui ont vu le film Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et notamment les gens qui donnent la classification des films aux États-Unis ont vu le film. Ce sont donc les gens qui décident si un film sera, par exemple, interdit aux moins de 17 ans, déconseillé aux moins de 13 ans, etc. Ils ont vu le Prince de Sang Mêlé, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont donné une classification qui s'appelle PG, qui veut dire Parental Guidance, donc accord parental recommandé, ce qui est assez faible. C'est-à-dire que le film 4 et le film 5 étaient classés comme étant des films plus déconseillés aux enfants, donc ils étaient déconseillés aux moins de 13 ans, ce qui s'appelle donc PG-13. Alors que là, on redescend donc l'échelle en dessous. C'est simplement, ça dit que les parents doivent faire attention avec les jeunes enfants. Donc alors que toute l'équipe nous dit tout le temps ouais c'est super sombre, etc., ce qu'ils nous disaient déjà pour le film 5, le film 4 et le film 3, tous les films on nous dit c'est beaucoup plus sombre qu'avant, là on continue à nous le dire et pourtant ça marche mieux pour les enfants qu'avant apparemment. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de romance et tout que dans les précédents et c'est pour ça moins sombre, enfin je sais pas. N'empêche c'est un bon job hein. Tu vois Harry Potter 6 mois avant la sortie, c'est pas mal. Voilà, ouais. Mais rien que oui, pour mais ça, ils ont dû voir une version sans tous les effets spéciaux et ça leur a quand même gâché. Non, le film il est fini depuis longtemps, hein, parce que normalement il était prévu là en novembre quoi. Et le film, celui-là oui, celui-là oui, mais les autres généralement ils les voient sans les effets spéciaux, donc ça leur gâche le plaisir. Les versions prémontées. Ouais, bon d'accord. Ouais bon. Ben ça vaut le coup quand même hein. Mais effectivement ce qui est nouveau c'est qu'avant dans les films précédents donc c'était déconseillé aux moins de 13 ans pour entre guillemets violence fantastique, donc des trucs genre il y a une araignée géante ou des choses comme ça. Là maintenant il y a un peu de violence, des images effrayantes, mais surtout il y a de la sensualité modérée. Alors ça c'est nouveau dans les films Harry Potter. Donc je sais pas ce que ça veut dire de la sensualité modérée, mais si c'est que Ron caresse le cou de la vente, je ne sais quoi. En même temps, je me souviens de la scène d'ouverture je crois que c'est le deuxième ou le troisième Harry Potter où Newsweek avait cru voir dans la scène où Harry est sous son lit en train de faire des sorts avec sa baguette la métaphore d'une scène disons rituelle de la vie d'adolescente paraît-il. Ouais. Ça t'a rappelé des souvenirs, c'est ça? Ah bah oui, ça fait longtemps que je l'ai vu le film. Joli. Bon, très bien. Et bien donc, ceci étant dit, ce sera donc un film pour les enfants. Voilà. Et la rythme, par contre, elle est PG-13. Hein. Ouais. Ah, et déjà oublié, il y a également des grossièretés apparemment dans le film. Dans le film 6. Voilà. Donc à mon avis, ça va encore être Ron, ça, qui va nous sortir qui va dire rien que des grossièretés, à mon avis. Des grossièretés. Ouais. Je sais qu'on en avait déjà quelques-unes dans le 4ème, je me souviens. On avait quelques-unes. Toujours Ron, qui ne disait quasiment que ça. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue, mais alors ça par contre, c'était toujours les mêmes 3 ou 4... Si, à un moment, Harry l'insulte aussi dans le 4 quand ils s'entendent pas les deux. C'est vrai. Après, dans le 5, je vois pas trop où, mais alors, vous pensez que le film 7 sera interdit aux moins de 18 ans? Parce que
il y a Weasley qui La fameuse sort un réplique bitch de à un Molly, moment. ouais. Ah, puis ça va être difficile de trouver des salles pour le diffuser parce que des salles carré blanc, il y en a plus beaucoup. Hein. Non, mais il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facilement déconseillé aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont interdits aux moins de 16 ans aux États-Unis et qui sont autorisés pour tout le monde en France. Donc voilà, je pense qu'en France, ce sera autorisé pour tout le monde, hein, clairement. C'est simplement que là-bas, ils ont plus d'échelle pour déconseiller aux enfants très jeunes. Donc, Mais je crois qu'en France, il n'y a jamais eu d'interdiction, enfin, pour rentrer dans les pour salles. Harry Potter Peut-être ouais, faites gaffe quand même, quoi, mais sinon, je crois qu'il n'y a jamais eu de... Non, je crois qu'il y a eu pour un des films, il y a eu certaines scènes peuvent heurter les plus jeunes spectateurs. Voilà, des le choses comme 5, ça, je crois, mais c'est c'est tout. Ou le Ouais. 4 ou le 5, je sais plus. Carrément interdit aux moins de 12 ans, j'avais Pas oublié. interdit, peut-être. mais interdit dans la compagnie. Ce qui est Ouais. l'équivalent du PG-13. Hein. C'est vrai. Je sais pas. En même temps, j'ai plus de 13 ans, donc je m'en fous un peu. Ouais, mais t'as la même taille. Ah, ah, ah. Bon, on va Et bien s'arrêter. voilà, et donc, Non on va vous parler un peu plus du film tout à l'heure en parlant de la nouvelle bande-annonce, enfin nouvelle, pas si nouvelle que ça, mais comme il y en a plusieurs qui sont sortis en même temps, on a parlé de la deuxième dans le dernier épisode, donc on parle de la troisième ce coup-ci, tout de suite en fait. Bon, en fait, il Et risque on d'y avoir parlera beaucoup de aussi- répétitions, puisque à part 2 ou 3 scènes, voilà quoi. Ouais. Et on va aussi parler de Biddle le Bard qui est sorti le mois dernier. Ah, pardon, parle de moi. Ah non, Biddle, pardon, j'ai mal compris. Désolé. Ouais, non, toi, ça serait plutôt Il y en a qui n'ont Bidel- pas encore Bidel des le cuvées bide, du tu vois. nouvel an, hein. Mais alors là, à entendre l'introduction, nos auditeurs sont en train de se dire oh là là, qu'est-ce que c'est mieux quand Purple et Alice sont là pour les Mais qui a invité Smokeman? Là, je ne comprends plus. Les documentaires Moldus. Donc les documentaires moldus, donc on va vous parler de la bande-annonce 3. Donc dans le précédent podcast, on vous avait parlé de la bande-annonce 2. Donc cette bande-annonce est quasiment similaire. Il y a 2 ou 3 scènes qui changent, enfin, peut-être plus. Elle est un peu Donc plus... on va vous la Elle est un peu plus longue Elle quand est un même. peu plus longue, oui aussi. Ouais. C'est une vraie bande-annonce, c'est pas ce qu'on appelle une aguiche, c'est un truc qui dure 2 minutes, qu'on verra jamais en entier dans les cinémas, mais qui est bien. Voilà, donc on va vous la décortiquer à nouveau en parlant de ce qui nous a marqué ou pas. Donc cette fois ça commence avec une conversation. Enfin, c'est surtout Dumbledore qui parle et qui dit à Harry. Je sais plus ce qu'il lui dit Mais d'ailleurs. avant même la je- conversation, je voudrais dire que ça commence par le logo Warner Bros en genre quasiment complètement noir, au milieu d'un gros orage. Ah mais il était déjà quasiment le même dans le 5. Ouais, c'est vrai, c'est déjà ça, mais je crois que c'est encore plus sombre qu'avant, et en tout cas, ça continue à vouloir nous dire c'est super sombre. Ce qui est un peu bizarre parce que dans la suite de la bande-annonce, c'est la moitié du temps on nous parle des histoires d'amour, et pourtant on a quand même ce truc absolument. Enfin, c'est censé nous faire peur, je crois presque, cet orage autour du logo pour commencer. Ben cet orage on le retrouve quand même au-dessus de Dumbledore et Harry quand ils sont un peu plus loin, donc C'est sur vrai. le caillou devant la grotte. Et on le retrouve aussi avec Poudlard où on voit la marque des ténèbres dans les nuages, qui est Ouais. d'ailleurs beaucoup plus fun que dans le numéro 4, enfin dans le film numéro 4 où il y a un vieux truc vert qui vole dans le ciel. Là c'est vraiment une marque des ténèbres faite avec les nuages et tout, et puis on retrouve aussi ce ciel obscur. Bon, d'accord, je veux bien c'est l'obscur, alors c'est pas que une histoire d'amour. Non, il n'y aura pas que du Harry et du Ginny. Oh. Oh. La plus chaude des boîtes en poil. Désolé. Donc je disais que ça commençait avec Dumbledore et Harry qui sont devant une maison. Donc cette maison au portable en bois un peu délabré, je dirais que c'est devant chez Slughorn. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je suis assez. En fait, il y a un Ouais. élément qui peut permettre d'aller dans ce sens-là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans la C'est la préparation porte à la maison des Gantes. défoncée. C'est que Harry lui dit, enfin Dumbledore lui demande mais tu me demandes pas où c'est et Harry qui répond non je suis habitué à pas te poser de questions où je vais et or si jamais il était dans un souvenir on pourrait penser que le débriefing a été fait avant, enfin le briefing a été fait avant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais mais non, C'est vrai. mais en fait Un si peu vous pour ça. si vous regardez Ah oui, tout à fait. vraiment à 12 secondes au-dessus de la tête de Dumbledore, on voit la porte qui est complètement défoncée.
la porte d'entrée qui est complètement défoncée. Donc à mon avis, c'est plutôt Ah au ouais, tout ouais. début quand ils vont rencontrer le professeur Slogan et puis qu'il y a tout le bazar dans la maison qui est toute retournée et tout. Ouais, c'est bien vu ça. Effectivement, la porte est cassée. Ouais. Enfin, je verrais pas pourquoi chez les Gaunt la maison serait, enfin la porte serait Mais de toute façon, les cassée comme ça. les Gaunt, on Et les de toute verra pas dans façon, le oui, film. comme- Donc de toute façon, ça règle le Exactement, c'est problème. ce que j'allais dire. Voilà. Mais dans, Bon, mais peut-être dans qu'il- le bouquin, chez Slogan, quand ils y arrivent, là, c'est une baraque tout à fait normale. Enfin, c'est des gens qui sont partis en vacances, la porte est pas défoncée quoi. Si, la porte est défoncée parce que il fait semblant Il y a une d'avoir été attaque. attaqué. T'as raison, Voilà. pardon. Oui, ça y est, je me rappelle. Par contre, Donc voilà. ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a l'impression que Dumbledore lui dit tu demandes pas où je suis, et juste après, il emmène Harry pour transplaner. Alors qu'a priori, normalement, il devrait d'abord transplaner pour arriver devant chez Slughorn. Mais à mon avis, ils ont coupé là. Parce que. Genre, ils ont fait un retour en arrière et donc ils nous montrent chez Slughorn. Voilà, puis ils exactement. reviennent À mon Private avis, Drive. c'est au montage. Ouais, parce que on voit Donc bien ça, que c'est peut-être c'est devant pas les le mêmes privé. baraques quand, juste avant qu'ils prennent le bras de Dumbledore. Voilà, c'est pas les mêmes maisons dans derrière. l'arrière-plan. D'accord. Oh là, c'est précis. Mais bon, Donc c'est là, à pas- mon avis, c'est. les baraques c'est derrière, du c'est des baraques de montage, tout ça. colombage avec machin, ça ressemble pas du tout à Private Drive non plus quoi. Donc où est-ce que c'est? Je sais pas. Ah oui, oui. C'est oui, peut-être ailleurs encore, mais. Bah, ils vont également transplaner. Ça se trouve, c'est une scène à la fin, c'est genre quand ils sont après Ah Ola oui, et qu'ils partent aux chercher. 3 balais, voilà. Ouais. Après les. Ouais. Ça peut être n'importe quel moment, ça. En fait, ouais. Puis donc, on a une super scène de transplanage où il n'y a pas de fumée blanche ni de fumée noire cette fois. C'est un truc bizarre, genre, on avait dit, non, déjà dans le. Ouais, c'est- Dans la précédent, précédente bande-annonce, un peu un effet porte au loin, comme dans le 4. Et ensuite, bah, Mais- ce qui m'a surpris là, Dans le transplanage, après- si on regarde image par image, on voit genre Harry qui est en train de hurler, genre on a l'impression qu'il déteste vraiment ça. Ce qui fait un peu penser à... Enfin, on sait que justement dans le livre, Harry déteste le transplanage parce qu'il trouve ça super inconfortable. Et, ouais, c'est pas une sensation top. et là, tu peux étudier le fond de sa gorge quoi, quand tu regardes image par image. Donc, C'est vrai qu'il pousse un beau hurlement. Mais alors, ouais, il avait une laryngite. Mais bon, après, une fois qu'ils ont transplané, moi ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on les voit arriver à Poudlard. Oui, oui, oui. Si vous étudiez la scène, on est voilà dans la tour, dans une tour avec une sorte de balancier, je pensais plutôt. C'est pas la tour de l'horloge? Vous savez la grosse horloge, voilà la grosse horloge qui est à l'entrée, mais au-dessus, vous savez le mécanisme et tout. Sauf qu'il y ouais, a- je pense aussi que c'est ça. On sauf qu'il n'y a voit, pas de balcon comme ça, peut-être vite mais fait dans après le peut-être 3 qu'ils à ont un changé depuis moment. le jeu, mais... Mais le balcon, on le retrouve aussi plus loin dans une scène où on voit Hermione et je crois Harry à un moment qui sont adossés à la balustrade, tout ça ça ressemble à la même salle en tout cas. Alors là, je me demande si, Bref. enfin, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'ils nous ont fait un gros raccourci et que donc en rentrant de la scène de la caverne, Dumbledore et Harry transplantent directement en haut de la tour d'astronomie Voilà. pour que Dumbledore Et- se fasse tuer. Mais il est pas censé être Et capable carrément, de parce que- transplaner. Oui, mais enfin bon, ils nous coupent, enfin tu vois, c'est pas la peine qu'ils nous expliquent tout ça, les connaissants, ils vont nous couper un petit peu ça, ils vont juste l'envoyer direct sur la tour d'astronomie et puis ensuite... Voilà, parce que Ah, si on bien, étudie Attends, bien oui, là. vous avez tout à fait raison. Regardez à 17 secondes, on voit bien Dumbledore et Harry qui arrivent dans la tour d'astronomie. Et on voit bien que Voilà, Harry ne carrément, porte pas les mêmes vêtements Harry, et que si- Harry est en train de soutenir Dumbledore. Et Harry Voilà, se tient à c'est ce droite que de j'allais dire. Dumbledore alors qu'avant il se tenait à gauche. Là c'est. Est-ce que, Voilà, là c'est la est-ce scène. que le balcon de- c'est pas celui qu'on à la retrouve fin. à 1,27 tour d'astronomie? Là par contre c'est 1,27. C'est la tour d'astronomie. C'est... Tu parles de... ouais. Il y a un moment, on voit Bellatrix Lestrange qui lance la marque des ténèbres. Voilà, Balcon. ouais, peut-être. Voilà, c'est ça, À mon ouais. avis, c'est le même balcon. Mais je pense aussi, oui, ça ressemble. Donc, Mais ce qui est bizarre parce que je pense qu'ils La nous tour ont- d'astronomie est censée être la plus haute et la plus fine, non? Ouais, mais bon, ils vont pas s'attarder sur des détails comme ça, écoute, hein, tu les connais. Ah là voilà. Là voilà. On retrouve aussi cette scène et là on comprend bien que c'est à Poudlard à 24 secondes. On rentre peut-être dans le très précis là pour nos auditeurs qui nous écoutent de leur Zipod. Et bah là Bon, dans la enfin, ciné, Donc nous disions donc. c'est bien, Voilà, donc ça fait un cette peu du scène, on voit cryptique, donc- tu vois. Alors là, à 24 secondes, t'as ça, oui, mais à 25, tu trouves ça. Alors si tu tombes dans les centièmes, c'est bon, tu vois ça. T'as une variation, tu vois, c'est le même barreau qui est un peu cassé de travers. Ah oui, oui, tout à fait, non, mais je confirme.
Donc voilà. Mais c'est marrant de remarquer quoi les coupures qu'ils nous font quoi, parce qu'à un moment on est chez Slughorn et tout, enfin devant, et là on arrive, on atterrit sur la tour d'astronomie, et puis là c'est Harry qui soutient Dumbledore, et on comprend que c'est plutôt à la fin du film quand il retourne de la caverne quoi. Ouais. Ils nous font vraiment un montage. Donc faut expliquer toujours à nos auditeurs que Elena a devant elle une décomposition de la minute 53 sous forme de 12 images par seconde. Même que Pruno en fait. Non, Pruno c'est dans la tête, c'est pire. Mais d'une façon générale, quand on voit le château, on voit le château là comme ça en général, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a... Enfin, normalement il y a 2 tours très hautes qui sont Gryffondor, non 3 tours, Gryffondor, Astronomie et Serre d'Aigle. Là il n'y a pas vraiment, il y a peut-être une grosse tour, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne correspond pas vraiment à la topologie du château telle qu'elle est décrite dans les livres. Donc au final, que la tour d'astronomie soit pas comme elle est censée être, c'est pas très étonnant. De toute façon on n'a jamais été dans la tour d'astronomie. On sait même pas si ceux qui ont fait le film ont mis une tour d'astronomie ou que ce soit. Donc, Oui, de toute façon le château il a tendance à bouger au fur et à mesure des films. Hein, donc, Voilà aussi, le château n'a jamais été le même que dans les livres, et des salles ont bougé ou ont été rajoutées. C'est à peu près stabilisé au niveau du film 4. Ouais. Bah quand justement ils ont fait, enfin le passage du film 1, 2, 3 au film 4, ils avaient des salles, des bouts de salles, genre des morceaux, et ils ont essayé de créer une cohérence architecturale, ce qui a permis d'ailleurs aux concepteurs du jeu de faire un jeu. Tout simplement. Ça n'a pas été fait pour Vous le pouvez film vous 3, déplacer dans tout le château. Pas trop encore, je crois. J'hésite. Bruno, Pour le film- Commencez à appelle un installer ami. des... Bruno, t'en penses quoi? Pour le film 3, ils avaient plein de salles, ils commençaient à mettre des couloirs aussi, mais il y avait plusieurs salles dont tu savais pas très bien où elles étaient quand même. Tu savais, genre il y a des trucs, voilà, cette salle existe, mais on sait pas où elle se situe par rapport aux autres. Alors qu'après, on commence à avoir pas mal de scènes dans des corridors et tout ça, on les voit d'aller d'un cours à un autre, donc effectivement, ils ont tout situé partout dans le château. Voilà, donc D, la réponse D. Voilà, donc d'ailleurs on a eu une belle vue d'ensemble du château juste après la scène de transplanage. On remarque d'ailleurs à nouveau cette tour. Donc à mon avis c'est la tour d'astronomie, enfin je sais pas, elle a l'air d'avoir une importance assez primordiale, donc ça doit être la tour d'astronomie. Ensuite on enchaîne avec les cours de potions et la présentation du professeur Slughorn. Donc là... Alors déjà on peut remarquer qu'il y a plein de gens dans la salle. Ouais, mais ça suit pas les livres parce que je crois on retrouve Neville dans les cours et... Mais je alors que là ils sont en 6ème année et puis qu'il y en a qu'on court et d'autres pas puisqu'ils choisissent leur matière. Mais là on retrouve tout le monde, on retrouve aussi Seamus, on retrouve Dean Thomas, Voilà, on retrouve Laverne Brown, et je me demande même si c'est pas Cho Chang qu'on verrait là. Où ça? Donc Derrière? Enfin je sais pas, ouais je sais pas. Non. On revoit les sœurs Patil en tout cas. Non. Bruno, Ouais. ton obsession Voilà. c'est Ginny, pas Cho-Chang, change pas. Non mais c'est l'hiver. En tout cas j'aime beaucoup, enfin le Drago Malfoy et Crabbe Leggle sont là aussi en tout cas. Et je crois que c'est Blaise le nouveau là, c'est Blaise qui Zabini. apparaît. Voilà, qui est là aussi dans un coin. Moi ce que j'aime beaucoup c'est le costume de Slughorn, notamment son chapeau. Qui est, vous savez, les chapeaux qu'on porte aux remises de diplôme aux États-Unis, en Angleterre. Ouais, Lui il porte ça en cours. Non mais c'est drôle de voir ça porté en cours, ça fait vraiment très vieux jeu quoi. Mais il a la cape, la toge aussi. Hein. Ouais, il a la toge, il a tout. Hein. Ça fait vraiment un vieux prof qui est sorti de sa retraite et qui a pas suivi l'évolution de la mode. Et il a un nœud papillon rouge. Oui, il a un nœud de papillon, c'est très... Il est rouge. Il est rouge, Il est il pas est rouge. bordeaux comme la cape. Il est lit de vin très foncé. Hein. Je suis désolé, j'ai pas la haute def. Enfin, bon. Non, par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans cette scène-là, c'est pas Félix Félicis qui présente. Non, c'est l'autre, la potion d'amour là. C'est le filtre là, d'amour. Est-ce que vous pensez qu'ils Voilà, auraient il est inverti Félix Félix et la potion d'amour? Non, c'est beaucoup trop gros. Oui, mais Non, quand même pas. Il faut bien qu'il Mais, soit enfin, Non, quelque mais part, enfin, je pense comme c'est beaucoup, comme ils vont beaucoup parler d'amour et tout ça dans ce film, je pense qu'ils ont focalisé aussi sur cette potion parce qu'à un moment aussi, enfin, on verra plus tard dans la bande-annonce, Ron prend les fameux chocolats de Romilda Van, donc si on veut comprendre cette obsession, à mon avis, c'est pour ça qu'ils en Oui, parlent. mais Voilà. Félix Oui, mais Félix de est toute beaucoup façon, plus important que... Slughorn présente le filtre d'amour dans son premier cours, hein, avant Félix Félicis.
Il en parle. Ouais, mais attends, si tu commences à penser... Hermione répond que l'odeur est différente pour chaque personne, machin. Oui, il en parle. Mais c'est vrai que normalement, Félix Felicis est absolument indispensable pour qu'au final, Harry récupère le souvenir de Slughorn. Mais ça se trouve, Harry pourrait très bien récupérer le souvenir. Tu vois, il peut faire tout ce qu'il fait dans la scène où il récupère le souvenir sans boire de Félix Felicis. Tout à fait. En soi. Ouais. Ça, c'est encore une coupure, je serais pas étonné qu'il la fasse. Qu'il nous aide Félix Felicis et que simplement il y aille et qu'il ait toutes les bonnes intuitions et tout. Parce que le principe de Félix Felicis, c'est que ça te rend pas super fort, c'est juste que t'oses un peu plus, t'as des bonnes idées et tout, mais en soi c'était des choses que tu étais capable de faire à la base tout seul. Ouais. Mais bon, ça serait quand même très gros quoi. Oui, mais enfin ils nous ont fait plus gros que ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être que ça apparaîtra, hein, mais c'est pas mentionné dans la bande-annonce. En même temps, on a que 2 minutes alors que le film dure 1h30, enfin je sais pas combien de temps il va durer, donc 2h30. c'est très restreint quoi. Bien, poursuivons avec le cours. Donc à nouveau, vous aurez remarqué le clin d'œil de c'est Simus là qui s'explose la tête. à nouveau le chaudron en pleine tronche. Mais c'est pas le seul, hein. Quand tu regardes la coiffure d'Hermione, elle aussi, elle a les cheveux bien explosés. Elle ressemble un peu à comment elle était coiffée dans le premier film. Ce qui correspond à sa Ouais, coiffure du livre. C'est avant le cours. Ah non, c'est à la fin, t'as raison. C'est à la fin. Oui, c'est à la fin. Simus a le visage tout noir et la cravate défaite, mais Hermione aussi est coiffée n'importe comment. Ouais, peut-être c'est sa coiffure, sa nouvelle coiffure pour le film 6. Parce que je sais pas combien de coiffures elle avait eu dans le numéro 5, peut-être que là ils vont nous varier aussi ses coiffures. Ça devient un défilé de mode en fait. En même temps, c'est une fille quoi. Elle a 16 ans, normal. Ouais. Non? Ouais. Et je tiens à dire aussi que la fille que je prenais pour Cho Chang en fait n'est pas Cho Chang, désolé. C'est juste une nouvelle. Je me demande si c'est pas... Ah si, je sais, je crois que c'est Liane, la copine de... Ouais, c'est ça. C'est l'actrice qui joue la copine de Katie Bell. Ah oui, oui. Bien possible. Qui donc normalement est quand même une 7ème année. Et qui là se retrouve dans le cours des 6ème année. Voilà, donc... sûr qu'en cherchant un peu, on verra Katie Bell dans le groupe aussi. Ouais. C'est vraiment, voilà, on va mettre tous les acteurs connus, on les met dans la même scène. Voilà, si on cherche encore, on va trouver Cormac McLaggen aussi. Tout. Bref. Poursuivons. Donc, ensuite, on a... C'est Slughorn et Harry qui boivent un coup. À la santé de l'anniversaire de Ron. Ouais, Voilà, et Ron qui boit et qui tombe dans les vapes. Donc, à mon avis, c'est la scène d'empoisonnement. Ouais. Voilà. Alors, je voulais quand même dire sur cette scène, est-ce que ça vous choque pas qu'un samedi matin, donc il y a Harry et Ron qui arrivent chez Slughorn, il est assez tôt, il est genre 8h du matin, et pourtant Slughorn leur sert à boire. Ouais, mais c'est un vieux prof. Hein. Genre c'est un prof qui promeut l'alcoolisme dès 8h du matin. J'aime les profs comme ça, moi. Mais bon, c'est peut-être le soir, hein. C'est peut-être le soir. Mais non, on connaît la scène dans le livre. C'est genre, limite, il le réveille. C'est pour ça que Slughorn est en robe de chambre. C'est quoi qu'ils boivent déjà? Du whisky pur feu, non? Non, du vin qu'il avait acheté à la base pour Dumbledore. Ouais, peut-être de l'hydromel, tout dans ce genre-là. Ouais. Enfin bon, Ron est en pyjama, il est très beau, et donc il s'effondre. Super. Il s'effondre. Et ensuite, juste après, en fait, on a ce qui viendrait juste avant, donc c'est quand il a mangé les chocolats. Donc on le voit assis en tailleur devant la fenêtre qui comate avec des bouts de papier derrière lui, il a dû bouffer toute la boîte. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. J'avais pas remarqué les bouts de papier. C'est plein de petits détails, j'adore. Bref. Pas vu non plus. Il est sous le charme, là. S'il a mangé toute la boîte, il est... Et puis bon, avec la conversation qu'on a après, je suis amoureuse d'elle. Je sais plus trop ce que Harry lui répond. Mais est-ce que tu l'as ne serait-ce que déjà rencontré? Ah oui, non. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, faut voir ce que ça donne. Pardon? Il faudrait voir ce que ça donne dans le film, quoi, parce que là c'est par petits bouts, dans un sens ou dans l'autre. Ouais, en même temps, c'est une bonne annonce, quoi, donc c'est vrai qu'on en voudrait plus, quoi. Donc alors, ensuite, on enchaîne, oui, tout s'enchaîne rapidement, puisqu'on a vite fait le Poudlard Express, toujours. Ensuite, on a Luna Lovegood, on retrouve Luna Lovegood avec ses fameuses lunettes. Superbe. Oui, elles ont un nom spécial, je sais plus.
Ouais, je les ai oubliés aussi. Mais bon, ces lunettes spéciales qui, là, sont particulièrement moches quand même. On dirait qu'elles sont en forme de main et tout. Ouais, je sais pas, enfin en tout cas elle a un verre blanc, un verre bleu. Et c'est le truc en 3D, je sais pas ce que c'est, bref. Des spectroscopes ou un truc comme Ouais, ça. c'est marqué sur ce jour-là. Ouais, mais c'est pas dans le tome 5 normalement qu'elle est avec ses lunettes. Non, c'est... Si, mais elle les réutilise après, C'est pas le non? collier en bouchon dans le tome 5? Je sais plus. Ouais. Ouais, enfin bon. Elle est marrante. Ouais. Donc elle est dans le train, ensuite on voit Harry et Luna qui se baladent et qui rentrent ensemble à Poudlard. Alors que normalement Harry arrive tout seul. À Poudlard, vu qu'il est récupéré par Tonks alors qu'il s'est fait, stupéfixer et foutre la cape d'invisibilité dessus. Bah je sais pas, là on a Harry, Luna Lovegood et je crois que c'est Flitwick qu'on voit tout au fond en tout petit. Ouais, il semblerait. Donc je sais pas, honnêtement je sais qu'il se fait tabasser à la fin dans le train mais je sais pas ce qui se passe ensuite. À mon avis c'est sûr que ça doit pas être Tonks qui le retrouve mais Luna. Et ils doivent rentrer ensemble après. Ouais. En tout cas je tiens à dire qu'on voit enfin ces fameux cochons ailés qu'on a à l'entrée de Poudlard. On les avait jamais vus. C'est vrai, et ils sont et très ils beaux. sont là. Ils sont très beaux. Ouais. Ça fait un peu comme les deux tours dans, dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. Avec les deux statues de chaque côté. Ouais, mais là c'est moins grandiose. Oui, quand même. C'est moins grandiose. Quand même. Bah, c'est que des porcs ailés, quoi. Voilà. Ensuite, on a Harry qui plonge dans sa piscine et le souvenir de Dumbledore qui va à l'orphelinat. Donc ça, on a fait tout un speech déjà quand on avait la bande-annonce avec le jeune la première bande-annonce. Ouais, voilà. Mais là, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans la première bande-annonce, Dumbledore nous disait « Ce souvenir est le plus important que j'ai jamais recueilli » et on nous montrait le souvenir où il rencontre Tom Jedusor. Et là, on a Dumbledore qui nous redit « Ce souvenir est le plus important que j'ai jamais recueilli » et ce coup-ci, on voit le souvenir de Slughorn. Avec Tom Jedusor un peu plus vieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous montre l'orphelinat, mais ça ne sert à rien parce que, en fait, la scène qui vient après n'a rien à voir avec l'orphelinat, quoi. Non mais c'est un moyen de t'accrocher, tu te dis c'est le souvenir le plus important que j'ai, tu vois que c'est l'orphelinat, puis hop, tu passes à autre chose. Ah mais non, mais dans le livre, le souvenir le plus important c'est celui de Slughorn. Donc moi ce que je me demande c'est pourquoi est-ce qu'il nous montre cette scène de l'orphelinat, quoi. Alors qu'il pourrait simplement nous dire c'est le souvenir le plus important et hop, on enchaîne sur Slughorn qui parle avec Jedusor. C'est pas peut-être pour réintroduire qui parle de Voldemort. Pour Ouais, qu'on a vu la d'accord. première bande-annonce. Non. En tout cas, ce qui est pas mal dans cette scène, c'est à nouveau, comme il dit, tu dis, c'est le souvenir le plus important, et puis il apparaît flou ou je sais pas quoi dans le livre. Enfin, il y a un truc bizarre, quoi. Parce que Slughorn ment. Et là, à nouveau, on a cette espèce de flou et tout, quand il dit à Tom Jedusor de s'en aller. On a le flou qui revient, et puis 2 secondes après, on a Harry qui sort de la piscine et Dumbledore qui lui dit « C'est un mensonge ». Et puis même, d'habitude les souvenirs sont noirs et blancs, et là le souvenir de Slughorn il est une couleur verdâtre. C'est l'alcool. Non mais ça pourrait être les modifications que Slughorn a fait à son souvenir, quoi. Avec ensuite effectivement la fumée dont parlait Helena, quoi. Vert en même temps c'est la couleur de sa maison, on a vu qu'il était très attaché à sa maison, Serpentard était directeur de maison. Est-ce qu'il faut voir un lien de cause à effet? Ouais, bon d'accord. Ouais, là je vous avouerai que je sais pas du tout pourquoi c'est vert. Hein. C'est toi le graphiste, tu devrais savoir. Ouais, mais ils ont ajouté un filtre vert pour le fun et ouh, ça fait joli, voilà. On va s'arrêter là. D'accord. En tout cas, après ça revient aux couleurs normales. Et on retrouve ce fameux ciel orageux, comme tu disais si bien au début, Pruno, au-dessus de Poudlard. Et je crois qu'on voit la formation de la tête de mort, donc de la marque des ténèbres, au-dessus de Poudlard. Ouais, ça semble le début de la marque des ténèbres, effectivement, qui est celle que Bellatrix Lestrange va lancer dans 2 secondes. Donc, pour ceux qui ne suivraient pas, il faut pencher la tête à droite. Là, vous verrez peut-être 2 yeux et une bouche. Non, ça se voit. Je dis peut-être. Non, mais ouais, on commence à voir une orbite et tout, ouais. Voilà, va pas c'est trop la loin, formation de la tête. Bref, donc après, on a Dumbledore avec son nouveau speech sur les souvenirs. Après, on a
la fameuse scène à nouveau de je suis l'élu. Avec Donc Harry qui regarde Romilda Vane d'un air amoureux, etc. Et alors cette scène-là, mais on va se la voir des centaines de fois. Bon. Ouais. C'est vrai Mais, que mais on celle-là- va pas la refaire à tous les coups, mais Ah non, mais ils sont tellement fiers de cette scène, visiblement. Enfin, je pense que toutes les bandes annonces qui vont venir, on va avoir cette scène-là, alors qu'honnêtement... assure que si on a une quatrième, elle réapparaît. Hein. Ah, carrément. À la fin, tu tu vas la réciter, tu sais, pendant le film. Hein. Bref, on va zapper parce que on en a déjà parlé. En tout cas, un détail que je viens de remarquer qui était pas mal, c'est la fille qui marche avec les livres qui volent derrière elle. Ah, je l'avais pas vu. Bah ça fait un côté plus magique quoi. J'avais pas remarqué non plus jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est pas mal, ouais, effectivement. Les livres ils la suivent comme un petit chien. Donc ensuite on arrive au fameux rocher devant la caverne. Mhm. Avec ciel orageux, mer démontée, tout ce que vous voulez. Bah, là encore, ce sont plein d'images qu'on a déjà vues la dernière fois, en fait. Je crois que non, parce que la dernière fois où on avait la caverne, il faisait plutôt beau temps. Il faisait pas Ouais, plutôt d'accord, nuit? peut-être. Non, il Ouais. faisait beau temps, on en avait parlé, je crois. C'était avec Quentin, on avait remarqué aussi que c'était mer calme, il faisait beau et tout, et c'était, on se demandait pourquoi il y avait deux vues différentes de la caverne. Et on se demandait si la vue où il faisait beau, justement, c'était pas un souvenir. Bref, bon, Ray, Peut-être simplement que... Peut-être qu'au moment où ils ont fait la deuxième bande-annonce, ils n'avaient pas encore fait les effets spéciaux de la mer qui est tout agitée ou un truc comme ça. Hein. aussi, peut-être. Mais enfin, ça m'étonnerait qu'il passe. Ouais, non, je sais pas. Ensuite, on a une scène de Quidditch où on les voit voler, on voit l'équipe de Gryffondor voler en formation. Donc, on peut... Ouais, il y a Ginny qui arrive. Si, tout ça en dernier. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais pas, on voit une cape qui vole, on voit pas grand chose, je vais te dire. Pour être franc. Ensuite, on a Ron qui est bien content sur son balai. À mon avis, il a dû réussir à arrêter un but ou alors Gryffondor a marqué. En tout cas, il a l'air bien content sur son balai. Est-ce que vous- Ouais, et alors, à le voir comme ça, on pourrait penser que c'est le genre de position où c'est dur à rester en équilibre. Mais en fait, non, apparemment. C'est vrai qu'en Ouais, plus, je sais pas, je vais te dire. il a même pas les pieds sur ses machins là, sur ses étriers. Il est fort. Et vous trouvez pas que les arceaux de Quidditch, là, les buts sont super grands? Peut-être qu'ils les ont agrandis, je sais pas. Dans ma tête, c'est des trucs assez petits, les buts de Quidditch, mais là, genre, même en faisant un grand X, il n'arriverait pas à couvrir la moitié du vrai. but, quoi. Donc en garder 3, ça devient vraiment très difficile. Faudrait recomparer aux autres films. Je sais plus du tout, je t'avouerai Moi que non la plus, taille hein. des cerceaux, je m'en souviens Ah plus. bon. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il neige derrière. Enfin, c'est que tout blanc. Et je reviendrai Ouais. sur la neige, le comment du pourquoi de la neige. Parce qu'à un moment, donc, j'enchaîne. Hein. On a donc, Ça fait on a Tom Jedusor un peu plus jeune qui apparaît dans un souvenir, blablabla. On a la fameuse tête de mort dans les nuages. Lancé par Bellatrix. Celle-là, voilà. elle est belle. Voilà, qui apparaît au-dessus de Poudlard. Voilà, dansé par Bellatrix. Donc pour ceux qui voudraient savoir, il faut pencher la tête un peu vers la gauche ce coup-ci. Et donc là, ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc, visiblement, là, on voit genre 4 ou 5 mange-morts. A priori, ce sont donc ces mange-morts-là qui seront présents à la mort de Dumbledore, même si ça correspond pas du tout à ceux qu'on voit normalement. Donc, on voit Euh, Greyback. Et les deux on voit autres, Greyback. ça doit être les frères, enfin le frère et la sœur, je sais plus Ah bah comment à ils droite s'appellent. c'est facile, c'est Danny Boone. Non, mais c'est les carreaux, a priori. Voilà. Et ceux qui sont profs ensuite dans le tome 7. Et puis il y en a un dernier, on sait pas qui c'est. Bah ça doit être Drago, non? Je sais pas qui c'est. Non, moi Peut-être. j'en vois que 4. Non, c'est le géant blond là. Non, il y en- Ah, le géant blond, Comment oui. il s'appelle Ah celui-ci? ouais. Celui qui meurt après. Je me rappelle Je jamais son sais nom. plus. C'est pas Amicus? Bah, il y a Amicus, c'est un c'est un des deux carreau, carreaux, et puis ensuite, voilà. Enfin bon, bref, peu Bref, importe. moi j'ai oublié tous les prénoms, tous les noms, donc je pourrais pas vous aider. Mais oui, il y a un grand blond maintenant que tu le dis. Ensuite, on a Harry qui court dans les champs de blé, donc ça doit être au terrier, ça. Ouais. Et voilà, donc j'y arrive à la fameuse scène, on voit Hermione qui pleure. Donc elle porte un t-shirt de l'équipe de Gryffondor. Donc à mon avis, c'est pendant le match
Enfin, après le match de Quidditch, parce qu'il neige derrière, à nouveau. Donc, est-ce que c'est la fameuse scène où on voit, à un moment, on voit Lavande qui se jette dans les bras de Ron et qui l'embrasse, et puis donc, comme il neigeait à ce moment-là. Ouais, c'est forcément ça, parce que Voilà. elle est habillée en fan de Quidditch, et on sait que c'est juste après un match que Lavande et Ron sortent ensemble et qu'elle finit en pleurs. Voilà, donc après une victoire, et comme Ron avait l'air super content sur son balai, à mon avis, ça peut être que ça. Ouais. Et est-ce qu'on aura... Le climat se Vous rejoint. pensez qu'on aura la scène avec les petits oiseaux qui attaquent Ron? Ah, ce serait trop bien. Ce serait bien, quoi. Ouais. Je saurais pas te dire. En tout cas, là... Par contre, s'il neige, pourquoi est-ce qu'elle est en t-shirt? Parce que c'est pas une tapette. Voilà. Et que les Gryffondor, ils ont jamais froid. Parce qu'ils ont le cœur chaud. Non? J'en ai aucune idée, honnêtement, je sais pas. Encore un mystère. En plus, il doit bien faire froid dans ce château. Bah non, il est chauffé par magie. Bref. Honnêtement, j'en ai aucune idée, quoi. Mais ça donne pas envie de se balader en t-shirt dans un château en plein hiver. Bon, c'est des questions qui resteront sans réponse. Hélas. Hélas. On enchaîne donc avec l'attaque de Londres par les Mange-Morts. Ouais. Donc facilement reconnaissable à leur traînée noire à nouveau. Donc on vole au-dessus de Trafalgar Square, apparemment. Bah oui, c'est le seul qu'on voit. Là, je te laisse faire la visite parce que Londres, je connais pas du tout. Ah oui, t'as raison, c'est Trafalgar. Bah non, mais on voit juste Trafalgar Square, hein, c'est tout, avec plein de moldus en bas, quelques grands bus rouges et tout. Et puis ensuite, on arrive, on sait pas très bien où, pour une attaque. Alors ça voilà, fait quoi? ils explosent des vitrines. La scène d'intro? Oui, oui. Ouais, sans doute. Là, oui, parce que j'ai entendu dire qu'ils allaient... ça commençait par une attaque de Mange-Morts pour montrer l'ambiance un peu de terreur, de guerre qui règne, je crois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le chemin de traverse qu'ils attaquent là, et qu'en fait c'est Gringotts qu'on voit derrière. Oh. Non. Si, puisque c'est genre... travers. C'est tout tordu, c'est tout... Donc à mon avis c'est ça. Oui, t'as bien vu là, en effet, les colonnes sont de travers. Ah oui, après, oui, d'accord. Ça ressemble au chemin de traverse. Ok. Enfin donc voilà. Voilà, donc ensuite c'est des scènes rapides, on voit Harry, Ginny, Drago, Hermione. Attends, non, tu vas beaucoup trop vite sur le baiser entre Harry et Ginny. Du calme. Autant quand tu zappes les scènes avec Drago, d'accord, mais le baiser entre Harry et Ginny, on va pas le sauter comme ça. Justement. Bah on voit quand même Ginny qui s'approche lentement vers lui. Lui par contre, il bouge pas d'un poil, les yeux fermés, c'est comme s'il était devenu statue de cire. Donc c'est Ginny qui fait tout. Peut-être qu'elle va juste lui déposer un bisou sur la bouche, hein, sur la joue, on sait pas, nous. On n'a pas la suite. Ça a pas ça qu'elle vise, hein, je veux pas dire, mais... Je plaisantais, bon, on va pas s'attarder là-dessus non plus, hein. Non. Moi, Et après, on a la grande... Il faut toujours une phrase à la con dans les films. Et là encore, c'est Hermione qui s'y colle. Elle lui dit « Tu as besoin de nous, Harry !» Ouais. Mais ça sert à rien. On a vu par les phrases prononcées dans ce film. Ouais, bon, moi ce qui m'intéressait surtout c'était la caverne. Parce qu'ensuite on a la caverne avec Dumbledore qui nous lance son sortilège, qui lance des flammes de partout, et Harry qui a 4 pattes sur le sol, et tout, et surtout à un moment on voit aussi les cadavres, donc les Inferi qui sont dans l'eau, et je sais pas si on fait un gros plan, je trouve, mais qui ressemble vachement à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est des Gollum qui attaquent Dumbledore et Harry sur l'espèce de rocher à Superman. J'aime bien, c'est un condensé de tous les films. Ouais, c'est clair. Ils sont très très moches. Ah ouais, on voit bien la colonne vertébrale, les os et tout. Oui, mais ils sont beaucoup plus grands, on voit que c'était pas un hobbit quoi. Oui, c'est des humains en même temps, mais je veux dire, ils sont un peu comme Gollum quoi, avec la peau sur les os et tout. Tout maigre. Ouais, enfin sans cheveux, en même temps, ils ont passé je sais pas combien de temps dans l'eau, hein, ça décape. Hein. Ouais. Je sais pas. J'ai jamais passé autant de temps dans l'eau, donc... C'est là aussi que tu sens la différence de puissance entre Harry et Dumbledore, parce que Harry, il arrive à peine à éclairer le bout de sa baguette, alors que Dumbledore, son éclair de feu, il est absolument gigantesque. Ouais, il enflamme tout, là. Même l'eau. Ouais. Et ça fait assez peur. Dumbledore, il met le feu, tu sais.
Ah, mais c'est Dumbledore, quoi. Ouais. D'accord. On enchaîne avec à nouveau donc des scènes rapides. Donc on voit, je crois c'est Fenrir Greyback qui arrête un sortilège au terrier. Ensuite on a Harry qui crie sa fameuse réplique battez-vous sale lâche. Et on sait pas très bien s'il l'a crié à Greyback ou à Rogue, même si a priori c'est à Rogue. Ouais. Je saurais pas vous dire, mais bon, l'herbe derrière me fait plus penser à Poudlard qu'au terrier. Vous savez, la fameuse descente qui mène chez Hagrid. Voilà, ensuite on a la maison de Hagrid qui explose et c'est Bellatrix qui est à nouveau toute contente et qui saute de joie dans tous les sens. C'est la reine de la destruction et à nouveau, cette fois c'est les mange-morts, ils détruisent le pont, alors là, Bruno, si tu peux nous... C'est le Millennium Bridge. Voilà. Tout à fait. C'est le pont le plus récent à Londres. Et ben il aura pas fait long feu ici. Voilà. Et voilà, ça s'arrête là. Avec à nouveau le logo Harry Potter en métallique, un peu rouillé. Ouais, avec une musique qui est encore plus sombre que celle des films précédents. Ouais. Encore plus. J'espère que. Ouais. Excusez-nous d'avoir passé aussi longtemps à parler de cette bande-annonce, mais en fait c'est assez intéressant parce qu'elle donne des indications sur ce qui va être coupé et aussi ce qui va être ajouté. Donc ça permet d'en découvrir un peu plus sur les modifications qui vont être faites entre le livre et le film. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est pas juste quels effets spéciaux ils ont fait, le « oh c'est beau », le « oh Ginny embrasse Harry », mais de savoir ce qu'ils ont changé par rapport au livre, quoi. Non, et puis la façon dont il découpe tout ça, et tout d'un coup on passe d'une scène à une autre, qui on dirait que ça se poursuit, ça se continue, et en fait ça a rien à voir, quoi. Si on cherche les détails, on voit que ça a rien à voir les deux ensemble, et qu'au milieu il se passe vraiment quelque chose. Ouais. Enfin, c'est marrant. Donc c'était la bande-annonce numéro 3. Et ben on attend avec impatience la 4ème, ou carrément le film. Alors pour la 4ème, on fera une analyse en 2 podcasts. Hein. D'accord. Début 2010, parce qu'on n'aura pas le temps d'ici là. La faculté de magicologie. Donc comme vous le savez certainement, les contes de Biddle le Bard sont sortis le mois dernier, un peu avant Noël, donc on va parler de ça. Il y a plusieurs versions des contes de Biddle le Bard. Il y a la version normale qui est un format livre de poche qui existe en français et en anglais. Il y a également une version collector qui est pas donnée et qui est par contre très jolie. Donc je propose qu'on commence par parler de la version collector parce que je crois que Dead Eagle l'adore et que moi je l'aime pas du tout. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version collector, en fait, ça arrive, c'est un coffret qui fait la taille à peu près du Grand Larousse illustré. Donc c'est un tome bien gros, ça fait gros dictionnaire. Et après on l'ouvre, et en fait le livre lui-même, c'est la taille d'un livre de poche aussi. Donc là déjà, moi quand j'ai vu ça, j'ai eu le sentiment de la faire avoir, parce qu'il y a ce truc énorme qui prend quand même beaucoup de place dans la bibliothèque. Au final, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus petit, quoi. Là tu te retrouves avec un truc ridicule dedans, quoi. Mais ça, il l'avait montré sur les photos, je comprends pas pourquoi t'es surpris. Hein. Bah sur les photos, oui, mais sur les photos, moi on voyait pas la taille. Je me rendais pas compte que ce serait... Si, parce que t'avais vraiment le coffret à côté, puis à côté t'avais le bouquin. Moi je m'étais pas rendu compte que ce serait à ce point-là juste un gros coffret avec rien dedans à part ce tout petit livre. Ah mais il y a vraiment rien dedans, je sais pas, il y a pas un truc pour le poser. Grosso modo, il y a le coffret, puis ça ressemble comme dans les films d'espionnage où on a creusé l'intérieur, ou comme dans Dr House où il met sa codéine, on a creusé les pages et pof, c'est ça. Donc grosso modo, il y a le bouquin qui fait mettons 30 cm de hauteur. Et dedans c'est du carton, hein, c'est du carton pâte. Et oui, le vrai livre, alors à l'intérieur il y a une petite case, on retire, il y a un pochon, donc une espèce de pochette en velours rouge avec J.K. Rowling j'allais dire brodé, en photo dessus, en doré dessus, hein, je sais pas trop comment ça tient. Et on a un facsimilé, non pas un facsimilé, enfin on a un livre qui a l'air relié, j'ai pas vérifié s'il l'était vraiment. Un livre qui a l'air relié avec des copies des ferrures, du plastique à la place de la pierre de lune, bon on a ce qu'on peut, hein, et un fermoir. Alors, la couverture est en cuir et tout aussi, ou je crois que c'est du Sky, hein. Ouais, non, c'est pas du Sky, oui.
Non mais c'est le livre, le petit livre lui-même il est joli. D'ailleurs le gros livre aussi en soi il est joli. C'est juste que c'est pas la peine de faire un truc aussi énorme. Je trouve ça de la classe. C'est comme l'intégrale Harry Potter où la version anglaise ils nous ont fait un mini. Bon c'est du carton, mais ils nous ont fait une mini malle de voyage type Harry Potter. Tiens, par la malle que celle de Harry et là. Voilà c'est ça. Alors que la version française c'est un coffret. Bon un coffret qui fait pareil 40 cm de large, mais c'est un coffret. C'est moche. Il y a une inventivité il est moche, plus importante. le coffret. Enfin, je l'ai vu, voilà. il est pas top quoi. Voilà, il y a une inventivité, disons, plus importante au niveau des livres en anglais. Après, c'est pas la version américaine où il y a carrément un coffret. La version de luxe. Si, la version américaine, elle est très belle, ouais. Après, je sais pas, il y a peut-être le Deluxe et le Super Deluxe. Le Maxi Deluxe. Mais il y a d'autres choses qui me déplaisent dans cette version collector quand même. On nous avait parlé par exemple du fait que le manuscrit d'origine, celui acheté par Amazon pour 3 millions d'euros, était écrit à la main. Et moi j'espérais vaguement que là, la version collector, ce serait également une photocopie des contes écrits à la main par J.K. Rowling. Parce que je sais pas si vous aviez lu les commentaires faits par Amazon, mais ça disait plein de choses sur l'écriture, comment l'écriture s'excite au moment où ça devient beaucoup plus actif, etc. Et là en fait, c'est genre une vieille police toute moche, qu'on n'arrive pas à lire, mais qui n'est pas du tout l'écriture de J.K. Rowling. Il y a l'introduction qui est écrite à la main par J.K. Rowling, et effectivement, bon, c'est une écriture qui n'est pas forcément très facile à lire, mais le reste, après, ils auraient pu mettre soit une police normale, soit le truc d'origine, mais pas un truc bâtard entre les deux, écrit d'une couleur bizarre en plus, où au final on n'arrive à rien. Sans compter qu'une des pages qu'on est censé avoir en facsimilé n'est pas une page qu'on a vraiment en facsimilé. C'est-à-dire que si on regarde la photo qu'on a dans le catalogue des ventes Sotheby's, il y a marqué en entrée, donc il y a le crâne, le cœur, etc. Et il y a marqué The Tales of Beedle the Bard, translated from the original runes by J.K. Rowling. Et maintenant on a The Tales of Beedle the Bard, translated from the original runes by Hermione Granger. Signé J.K. Rowling. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une limace et un ver de terre et je comprends pas du tout. Qui n'est pas, il faut le dire, dans la version originale. Dans la version originale, on a le crâne. Ils ont pas pris le même dessin même. Ils ont refait J.K. Rowling, on espère, a refait un dessin qui n'est pas celui de la version originale. Ouais, là on a le crâne, on a le cœur, je comprends, la marmite aussi. La baguette, je comprends, mais on a une limace et un ver de terre qui se balade en plus, voilà. Et je comprends pas du tout. Voilà. Alors après, toujours dans ces histoires de facsimile, alors autant vous avez compris que je suis fan, disons, de l'objet livre collector Beedle the Bard, autant ils nous ont mis une police qui est une police fantasy qui imite probablement une écriture, mais qui n'est absolument pas celle de Rowling. On a une préface de Rowling qui est son écriture à elle, et c'est assez pénible à lire en fait, c'est ça le souci. Je trouve. Tu confirmes, Bruno ? Je suis tout à fait d'accord, au final moi j'ai la version collector, mais pour le lire j'ai lu dans la version normale de poche parce que sinon c'est illisible. Alors là moi j'ai la version poche aussi française et niveau police c'est la même que dans les bouquins Harry Potter quoi. Ah ouais, bah c'est une police normale quoi, une police de livre qu'on arrive à lire. C'est bien de pouvoir lire. Il y a un mi-chemin. Ça c'est un aspect positif de la version poche. Je serais curieuse de voir une des pages de cette version collector avec la police fantaisiste. Moi aussi. C'est pas illisible, mais tu vois, c'est pénible à lire, disons. Ah oui, j'imagine bien. C'est là où je me demande, est-ce que je peux faire un truc vidéo, comme ça je te montre ça sur la webcam. Ouais, non, mais non, nous ne passons pas au vidéocast, désolé. Non, mais tu peux mettre une photo, puis tu la mets sur le forum, comme ça tout le monde la voit à la limite. Et les gens comprendront de quoi on parle. Enfin bon, on peut peut-être parler des contes eux-mêmes quand même maintenant. Ça va être difficile. On n'est pas obligé. Donc, il y a 5 contes, et chacun des contes est ensuite commenté par Albus Dumbledore, donc en fait par J.K. Rowling évidemment, mais c'est des contes qui sont censés être écrits par Albus Dumbledore. À chaque fois, donc un conte, ça fait typiquement une dizaine de pages. Comment ça, les contes sont censés être écrits par Dumbledore? Non, les notes sont censées être écrites par Dumbledore. Oui. Voilà. Donc chaque conte fait une dizaine de pages et chaque commentaire fait également une dizaine de pages aussi.
On peut les faire dans l'ordre. On commence par le sorcier et la marmite sauteuse. Tout à fait. Alors attends, Bon, on va peut-être avant, pas faire des remarque résumés remarque générale sur les notes. Un truc qui m'énerve, c'est les notes de bas de page. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les notes de Dumbledore sont eux-mêmes annotées par J.K. Rowling. Et ce qui m'embête, c'est que, alors des fois on a des notes de Dumbledore elle-même, genre les notes au premier conte que je retrouve. Oui, enfin, il y a des notes écrites par Dumbledore sur ce qu'il écrit. Il y a des notes écrites par J.K. Rowling sur ce que Dumbledore écrit. Ce préjudice s'arrêta lorsqu'il rencontra une évidence overwhelming, comment on dit déjà, une évidence claire que certains des sorciers les plus brillants étaient, alors certains sorciers les plus brillants, note, et en dessous comme moi-même, étaient des amoureux des Moldus, voilà. Mais autant des fois, Oui, j'ai vu. on a par exemple Squib, donc Un craquemol Craquemol. est né de Craquemol. par un Craquemol, sorcier. J.K. Rowling qui rajoute un Craquemol est une personne qui est née sans pouvoir magique, qui est née de parents avec des pouvoirs magiques. Alors que Ouais, mais les c'est seuls noté tarés qui vont JKR à la acheter fin. ce genre de bouquin, c'est vraiment les gens qui connaissent tous les termes. On va dire, on revient comme dans le défaut du tome 4, qui a d'énormes longueurs parce que elle nous répète tous les termes, genre le Quidditch c'est les jeux des sorciers qui se jouent avec telle règle et patati et patata. Il faudrait faire avec le tome 4 ce qui a été fait avec la guerre des étoiles à une époque, c'est-à-dire le remonter sans Jar Jar Binks. Il faudrait épurer de 80% les 3 premiers chapitres du tome 4. Mais de toute façon, elle l'explique. Je crois que- Au début, je crois, elle dit que ses notes sont signées. Enfin, à la fin, on voit JKR quand c'est ses notes, et puis quand c'est sans rien, c'est que c'est Dumbledore qui l'a écrit. Certes, mais quitte à comment dire, ce qui m'ennuie, c'est qu'il joue sur les deux tableaux. Il joue sur les deux tableaux, c'est que c'est censé être Ouais. le livre des contes de machin. Alors déjà, c'est plus Rowling qui traduit, c'est Hermione Granger, pas encore. Mais c'est censé être le livre des sorciers, etc. Et ça sort au Moldu et ils font, enfin, je sais pas. J'ai l'impression vraiment qu'ils Il faut expliquent parce qu'ils ont peur que les gens expliquer s'y retrouvent pas. Mais on n'est pas censé lire ce livre si on n'a pas lu les 7 Harry Potter. Et non, voir les films n'est pas suffisant. Rappelons-le quand même. Bon, moi je vais seulement dire, ça fait 10 minutes qu'on en parle, mais on n'a toujours pas commencé Ouais, mais c'est pas grave. les comptes. D'accord. Alors, il faut savoir. Ouais. Donc, ce premier conte qui est Le sorcier et la marmite sauteuse. C'est de là où vient la Moi, je limace le trouve trop d'ailleurs. bien. Ouais. C'est une marmite qui commence à récolter toutes les maladies d'un village jusqu'à ce que le sorcier qui possède la marmite accepte d'aider tous les villageois. Et c'est donc une belle leçon de tolérance, hein, n'est-ce pas, puisqu'on apprend que quand on est sorcier, il faut C'est son prochain. aider les moldus, en gros. C'est beau. C'est très beau. Bah, comme tous les contes, ça doit être aussi un peu moralisateur, je pense. Enfin, je l'ai pas lu, mais. Oui, alors Spockman n'a pas lu les Oui, contes de mais Dumbledore, c'est- mais il en parle quand même. Mais non, mais enfin, un conte, par définition, Ouais, Ouais, mais- un ce conte, doit être moralisateur. Enfin, je sais pas si vous en avez vu. voilà, là, Alors, moi, j'en ai quand même lu quelques-uns. Dans la version originale. Si, c'était dans les critères de sélection du concours des micro-contes. Quand on a fait le concours du micro-contes l'année dernière, Ouais. Il fallait qu'il soit moral. il fallait une morale. Bah ouais. Mais il faut. Mais tous les contes, enfin, quand. C'est pour ça que c'est Non, dans les non, mais- critères. Mais, On est tous d'accord là. Bon, bah ça va, j'ai rien dit alors. ce conte à la limite, moi je dis c'est juste ce conte pourrait à la limite ressembler à un conte moldu quoi. ouais, c'est vrai, il n'est pas particulièrement sorcier. Et il n'y a même pas beaucoup de vocabulaire très spécifique au monde d'Harry Potter, ni rien. C'est juste, bon bah voilà, il y a quelqu'un qui sait faire de la magie, mais enfin ça, il y a toujours des magiciens dans les films. Oui, mais alors ce que va dire Rowling dans la préface, et sans quoi elle a raison, c'est que cette fois-ci ça met pas en phase les gentils. Enfin, dans les contes moldus, c'est plutôt les gentils moldus et le méchant sorcier, alors que là ce sont deux personnes qui, avec les mêmes pouvoirs, sont confrontées à des dilemmes indépendamment de leur pouvoir ou non. Ouais, admettons. Donc du coup, on peut très bien admettre que les pouvoirs magiques ne soient pas déterminants dans le conte. Ouais, mais je suis pas. L'intérêt du conte est... Je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Rowling à propos du conte moldu.
dans le fait qu'elle oppose le méchant sorcier à la gentille princesse ou n'importe quoi. Ça vaut pour Blanche-Neige ou ça vaut pour quelques autres contes. Mais ça vaut pas pour la plupart des contes qui n'ont pas été adaptés par Disney et qui sont beaucoup moins manichéens. Bah, si tu veux, on peut parler de la gentille sorcière de l'Ouest qui s'est fait rétamer par la méchante Dorothée qui est venue comme ça. Non, mais voilà, mais ça c'est pareil, c'est un exemple. Mais tu regardes, tu prends les versions originales de Cendrillon ou même de pratiquement tous les contes d'Andersen, l'élément magique, il est là pour faire avancer l'histoire. Mais il n'y a pas de méchant sorcier ou de gentil sorcier. C'est d'abord des êtres humains contre d'autres êtres humains. Mais c'est là, enfin, ce qui est important, c'est ce que tu dis, Spockman, c'est que dans les contes traditionnels moldus, ce sont à la base des gens qui n'ont pas de pouvoir magique, et il y a un magicien qui passe par là, qui leur donne 3 vœux ou des choses comme ça. Alors que là, ici, on parle le personnage central, c'est le sorcier. Et pour une fois, on parle pas, plutôt que d'avoir un moldu qui rencontre des sorciers, on a un sorcier qui rencontre des moldus. Donc c'est une perspective différente. En même temps, c'est normal, vaut mieux, vu que le conte est moralisateur, il vaut mieux que le destinataire s'identifie au héros. Je veux dire, il y a énormément de contes avec des petits enfants, forcément. Si jamais, on a rarement eu dans notre enfance des contes où, oui, c'est un géant des Carpates qui se retrouve confronté à une pénurie de pierres et, voilà quoi. Bah oui. Tu reprends pour faire dans le récent, tu reprends Roald Dahl avec le bon gros géant. C'est un peu ça quoi. Oui, mais il y a un petit c'est de la littérature, Roald Dahl, c'est différent, c'est pas pareil. Ouais. Mais après Mathilda, tu vois, c'est une petite fille. Charlie la chocolaterie, c'est un petit garçon. Il y a toujours un petit garçon ou une petite fille dans les bouquins de Roald Dahl. Bah voilà, comme dit le proverbe, cherchez la petite bête. Mais c'est vrai que par contre, là pour le coup, même si ce sont des sorciers dans ces contes, ce ne sont pas des enfants sorciers. En effet, c'est ce que j'allais dire, on n'a aucun enfant dans ce conte. C'est peut-être parce que les enfants sorciers, comme ils maîtrisent pas encore leur magie, on va pas leur mettre un conte leur disant attention, il faut faire attention à comment tu utilises ta magie, parce que ils savent pas le faire quoi. Donc de toute façon, ça ne savait rien de leur. On va pas leur apprendre à bien utiliser la magie quand de base ils savent pas la contrôler. Donc on prend des personnages adultes qui la contrôlent et qui du coup doivent l'utiliser à bon escient. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Le silence. Ou sinon peut-être aussi que J.K. Rowling sait que ses lecteurs sont beaucoup des adultes et que du coup elle écrit pour nous. Non, le silence illustrait un moment d'extase intellectuelle, il faut le dire. Ouais. Bref, en tout cas, ce qui suit, les commentaires, ils apportent rien de neuf non plus. Non. À part j'aime. C'est pas tout à fait vrai, justement. Moi, j'allais dire exactement le contraire de ça. Non, en mais fait, je veux dire par rapport au conte, je pensais il allait commenter le conte et compagnie et tout, mais en fait non, il parle dans l'historique, du conte avec les Moldus et compagnie, les admirateurs des Moldus avec Brutus Malfoy et l'autre folle là, qui écrit aussi des contes pour enfants et qui est complètement déluré. Bloxham, voilà. Mrs. Bloxham. Ouais. Mais alors, ça parle d'une femme qui a réécrit les contes en enlevant tout ce qui n'était pas bon pour les enfants. Genre. Walt Disney quoi. Oui, il nous montre un extrait à la fin. Drôle. Mais je veux dire, voilà quoi. Moi je pensais plus de commentaires sur les contes et en fait c'est plus un historique sur l'histoire des contes. Alors moi ce que je trouve en général dans ces commentaires c'est que on voit que ça a été écrit par J.K. Rowling et qu'elle cherche à faire plaisir à ses fans, donc nous, en ajoutant des petites informations sur le monde de Harry Potter. Par exemple là, Dumbledore réussit à nous raconter comment Nick Quasi-Sans-Tête est mort. Alors qu'en soi ça n'a absolument rien à voir avec le conte. C'est juste qu'elle avait envie de nous balancer un petit détail comme ça pour qu'on en sache un peu plus sur le personnage de Nick Quasi-Sans-Tête. Donc on nous explique qu'on lui a enlevé sa baguette, etc. Et qu'ensuite, avant ça, il était à la cour royale, enfin bon. Donc c'est des détails qui sont intéressants pour nous, mais qui, normalement, n'ont pas leur place dans un commentaire de conte, quoi. C'est vraiment genre, tenez, je vous lance ça, parce que faut bien que je vous donne quelque chose pour...
Alors apparemment c'était pas très Mais clair ce que je viens de dire. je vais profiter de mon statut de non-lecteur encore des contes, pour me faire l'avocat de ces non-lecteurs. Ça veut dire qu'en fait, finalement, le conte il fait une quinzaine de pages et il y aurait pratiquement autant de pages de notes de Dumbledore avant et après, quoi. D'après ce que tu racontes. C'est après le conte, une fois qu'il est terminé, t'as limite un nouveau chapitre qui est des commentaires où Dumbledore en gros parle de tout et n'importe quoi au sujet du conte. Et là en l'occurrence il commence à parler de la mort de Nick Cassis-en-Tête qui n'a aucun rapport avec le conte à la base. Voilà. Moi je pensais Donc vraiment... ça fait vraiment information donnée par Rowling en plus parce qu'il faut bien qu'elle donne quelque chose à ses fans pour qu'ils soient contents et qu'ils voient le rapport avec Harry Potter. Mais je trouve ça un peu tiré par les cheveux comme c'est plus du fan service Ouais, parce que le précédent petit bouquin qui avait été fait pour Comic Relief. Finalement. Ah voilà, exactement. Ouais, voilà. Vraiment Vraiment, le intégré Quidditch et tout ça. Et n'avait absolument rien à voir avec le bouquin. Mm. C'est dommage. Tout à fait. Bon, c'est pas inintéressant non plus, quoi. Non, Mais Ah non, mais je suis très content d'avoir ces informations. Je trouve juste que la façon de les présenter est un peu bizarre. C'est capillotracté quoi. Non, c'est téléphoné plutôt. Ok. Bon, si on parlait du deuxième Qu'est-ce que j'ai dit conte encore maintenant, comme parce que bêtise ça va faire un moment qu'on parle. Ouais, alors après on a la fontaine de bonne fortune. ah oui, là on a le bouclier avec qui est le un ver de conte. terre. C'était donc ça. Je découvre au fur et à mesure aussi. Alors, on va résumer vite fait pour ceux qui n'ont pas lu. C'est un conte où en fait, 3 sorcières et un chevalier cherchent à atteindre la fontaine de bonne fortune qui rendra un très heureux, mais un seul, et qui doivent au passage accomplir plein d'épreuves. Et au final, on découvre que ce qui les rend heureux, ce n'est pas la fontaine elle-même, mais c'est le fait d'avoir réussi à combattre les épreuves ensemble. Ouais, on a même une illustration de la fontaine et dessus on voit le symbole des reliques de la mort. Je sais pas. Ah, c'est vrai, ça j'avais pas vu. Ouais, je viens de remarquer aussi. J'avais pas trop fait gaffe au Parce dessin. que ces contes sont illustrés en fait. Voilà. Ce sont des dessins de J.K. Rowling et elle dessine quand même beaucoup mieux que moi. Mais pas mieux que moi. Et et donc cette fontaine de bonne fortune qui d'ailleurs à la base ils sont censés s'y baigner mais elle paraît beaucoup trop petite pour qu'on s'y En baigne. effet. Il y a le symbole des reliques de la mort ainsi que un oméga, Un œil. un 4 et un œil. Puis tout en haut, je sais pas ce Un que œil à c'est. l'égyptienne. Et la fontaine ressemble à un dragon, quoi. En haut, on a une tête de dragon qui lance un petit jet d'eau. Au milieu, on a les ailes, la queue et tout. Ah et pour les physiciens on a également un H barré. Tout en bas. Donc voilà, je sais pas tous ces symboles sont censés représenter. Ça veut dire quoi? Oh, c'est un truc de. Oh, je sais plus ce que c'est un truc dans physique des particules ou quelque chose comme ça, mais je me souviens plus du détail. Ouais, on a beaucoup de lecteurs qui sont physiciens des particules. Ouais, bon, on va peut-être pas Moi-même, s'attarder là-dessus non je plus, lis quoi. mon bouquin de physique des particules, hein. C'est classique. Non, moi j'apprécie juste le sample qu'on va faire avec cette phrase. Je me souviens plus du détail. Tu vois, c'est un truc qui arrive très très peu souvent et c'est pareil. Genre, on va faire des inserts après dans les. Oui, tu te souviens quand est-ce que Ginny embrasse Harry? Hop, et là on insère. Oh non, je me souviens plus du Non, détail. mais Et ça va être génial. c'est la constante de Planck, voilà. Non, mais c'est pas un H barré, Ça m'est revenu. simple, la constante de Planck. C'est un H majuscule. Ah bah écoute, moi je l'ai appris avec un H barré. Bon. Ou la constante, il y en a deux, il y a 2 constantes de Planck, c'est la constante de Planck divisée par 2pi ou que sais-je. En tout cas, il y a un symbole de physique sur cette fontaine, ça j'en suis sûr. Merci. Enfin bon, donc en tout cas, il y a ces dessins de J.K. Rowling et puis donc ce conte, mais en soi ce conte, moi je le trouve pas très bien, je suis désolé. Pourquoi? Moi, j'aime bien l'anecdote après, je crois que c'est dans celle-là, ouais. Dans les commentaires d'Albus Dumbledore où il nous raconte que ce conte a essayé. Enfin, ils ont essayé de monter ça en pièce de théâtre à Poudlard, donc en représentation à Noël, et que donc ils avaient les 3 femmes et puis le chevalier et tout, et que bon la représentation est partie complètement en cacahuète parce que
ils avaient besoin d'un truc, d'une créature, ça a explosé, les acteurs s'engueulaient et tout. Enfin, et depuis, il n'y a plus de représentation de théâtre à Noël. Et c'était le commentaire d'Albus Dumbledore qui n'avait toujours rien à voir avec le commentaire, disons, du conte, mais qui nous racontait encore des anecdotes à côté. Ouais, c'est assez marrant. Ouais. Moi, la raison pour laquelle j'aime pas ce conte, c'est que autant la marmite sauteuse, je trouve ça très drôle comme conte. T'as des images marrantes d'une marmite avec un pied qui saute, qui suit son maître partout et qui fait plein de bruit, qui crache des limaces, etc. Mais là, la deuxième, la fontaine de la bonne fortune, c'est très classique, quoi. L'idée que voilà, tu as 3 obstacles à affronter, qu'au final, la morale, comme quoi c'était le voyage qui valait la peine et pas l'endroit où tu es arrivé, tout ça. C'est pas très original finalement. Tout à fait. La seule différence, c'est que la seule originalité, c'est que ce sont des sorcières qui sont les héroïnes. Mais même ça, on sent pas vraiment que ce sont des sorcières. C'est-à-dire que c'est pas très important que ce soit des personnages magiques. Au final, on aurait pu mettre des moldus à la place et t'aurais pu avoir quasiment la même histoire avec très peu de modifications. D'ailleurs, il y a un chevalier, je crois, qui est même pas moldu, qui est même pas sorcier. Ouais, le chevalier est moldu. Ouais. Bref, en gros, tu leur enlèves les baguettes magiques et ça revient au même, quoi. T'as un conte moldu à la fin. Le seul truc, c'est que ici, comme avant, c'est un conte qui promeut la coopération entre sorciers et moldus, où on a un moldu et une sorcière qui s'épousent. C'est censé être des contes du 15e siècle, et je suis pas sûr que ça se serait très bien passé au 15e siècle, ce genre de pratique. Bah oui, déjà Brutus Malfoy engueulait, était contre le premier conte donc de la marmite sauteuse parce que le sorcier aidait les villageois. Ouais. Cette fois, c'est Lucius Malfoy qui voulait carrément enlever le conte de Poudlard parce que justement c'était une coopération molle du sorcier. Bref, à nouveau la famille Malfoy qui est très... Donc, ça c'est dans le commentaire. Ouais. C'est dans le commentaire où on nous dit que Lucius Malfoy a essayé de supprimer le livre de la bibliothèque, ce qui ressemble à toutes les tentatives qu'il y a en Amérique des fois où des parents écrivent à une école pour leur dire qu'ils ne veulent pas que la bibliothèque de l'école propose Harry Potter. Voilà. Parce que ça promeut la sorcellerie ou que sais-je. Là, tu sens que J.K. Rowling se venge un peu sur eux et essaye de leur dire vous êtes aussi ridicule que Lucius Malfoy. Excusez-moi, j'interromps, j'étais en train de regarder les différents ensembles qui ont été faits parce qu'on parlait tout à l'heure, Orly, New Orleans, je ne sais plus, des packs de 7 livres. Et je regarde sur Amazon, qui est partenaire de la Gazette, rappelons-le. Pensez à acheter vos objets à partir de la Gazette, n'oubliez pas. Les comptes, alors les produits associés au mot-clé Harry Potter, on a les contes de Biddle le Bard, on a Harry Potter and the Deathly Hallows, normal, The Tales of Biddle the Bard, normal, et on a le Coran. Alors si quelqu'un peut m'expliquer... C'était la minute pub qui... juste je comprends pas, voilà, c'est tout. Ça va. Enfin... D'accord. Voilà, Inch'Allah. Bon, bah sur ce, on va passer au sorcier au cœur velu, qui, de mon point de vue, est quand même un conte assez intéressant, j'ai trouvé. Assez noir, obscur, puisque le sorcier en question s'enlève le cœur, je crois, pour l'enfermer dans un coffre, pour ne justement pas connaître le sentiment d'amour et ne pas être aussi faible que ses copains et tout. Fin. Et donc il s'enlève le cœur et puis celui-ci moi non. Oui, j'ai lu il y a 3 semaines. Ouais, donc c'est assez répugnant comme idée. Ouais, voilà, on a d'ailleurs. C'est l'idée, ouais, c'est un sorcier qui s'enlève le cœur, qui après le cœur commence à avoir des poils parce qu'on le laisse tout seul. Voilà, et au final le sorcier essaye de le récupérer et puis il meurt. En gros. Voilà, en tuant sa bien-aimée au passage. Bref, c'est un truc assez macabre là cette fois. Et ben bien, surprenant, mais vraiment du conte traditionnel. Bah quoi, c'est vrai. Bah oui et non. Attends, vous avez déjà lu les contes d'Andersen, les contes de Grimm, tout ça dans la version originale? C'est pas drôle, hein, il y a plein de morts. Ah oui, ceux-là, oui. C'est dégoûtant. Enfin, à la fin de Cendrillon, dans le conte c'est Andersen qui l'a écrit celui-là, je crois. Les deux sœurs, elles arrivent à la fin, elles se font crever les yeux par des oiseaux, quoi. C'est pas.
Ouais, bon, d'accord, ouais. Vu de ce point de vue-là, oui, ça ressemble beaucoup aux originaux. Voilà. C'est pas drôle, enfin, c'est pas Walt Disney un conte. Mhm. Après, Effectivement, au niveau des commentaires, je sais pas, je me souviens plus. Ça m'a pas... Bah, le commentaire là il est pas très long parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en soi à dire dessus je pense. Donc une fois encore il nous raconte plein de petits trucs sur des choses liées mais ça n'a pas grand chose à voir. On nous reparle par exemple de Des Horcruxes, Hector Dagworth Granger de la société des fabricants de potions là. Ah oui, puis... Mais on se retrouve encore avec un commentaire, enfin je suis désolé, c'est Albus Dumbledore, on a vraiment l'impression qu'il devenait un peu gâteux et qu'il parlait de tout et n'importe quoi à part du conte. C'est pas du tout un commentaire du texte quoi. Ouais, non, si, il part un peu sur les Horcruxes, et puis la loi, la première des lois fondamentales, ne touche pas au plus profond mystère, la source de la vie, l'essence de soi, que si tu es préparé à en subir les conséquences les plus extrêmes et les plus redoutables. Voilà. Bah, ouais. En fait, je suis en train de me dire que ces commentaires d'Albus Dumbledore, ça ressemble un peu à ce qu'il pourrait raconter au dîner quand il parle avec McGonagall de ah, tu sais, j'ai relu les contes de Biddle le Bard cet après-midi, ça m'a fait penser à ma tante Honoria, etc. Mais c'est pas le genre de choses que tu t'attends à avoir écrite dans un... Enfin, c'est pas une critique du conte ou c'est pas un commentaire que tu t'aimerais avoir en bas sur papier, quoi. Mm. C'est assez drôle à lire, hein. C'est sans doute mieux comme ça que si c'était un commentaire comme ce qu'on fait pour le bac français. Mais c'est juste un peu bizarre. Mais il part en cacahuète, quoi. Il part en live, il parle de tout n'importe quoi, sauf de ce qui pourrait... du sujet principal, quoi. En gros, il se retrouverait avec un beau 0 sur la note au final. Ensuite, on continue. Alors on enchaîne sur... Babity, la Pina et la... La Pina la Babille. Celui-là, je l'ai pas trop aimé, je sais pas. Il m'a pas... Bah, en fait, La Pina la Babille, c'est un conte où, dans le tome 7, Ron faisait une liste de contes, il parlait notamment de La Pina la Babille, et sa souche qui gloussait, un truc comme ça. Qui gloussait. Et le problème, c'est qu'après, on se retrouve... Enfin, J.K. Rowling a dû écrire un conte avec ce titre-là, mais en soi, c'était absolument impossible, quoi. Et d'ailleurs, enfin, je sais que quand on avait organisé un concours d'écriture des contes de Biddle le Bard, il y avait très peu de gens qui avaient choisi ce titre-là parce que c'est vraiment difficile. Ouais. Donc on se retrouve avec une histoire un peu bizarre, effectivement, de sorcières qui se transforment en souches d'arbres et qui se moquent d'un roi moldu qui cherche à obtenir des pouvoirs sorciers. Et finalement c'est moins un conte qui promeut la tolérance que les précédents parce que ce coup-ci c'est vraiment genre ohé les moldus nous faites pas chier, laissez-nous tranquilles et essayez pas d'avoir des pouvoirs magiques vous aussi. Genre chacun chez soi et les moutons sont bien gardés ou les cochons sont bien gardés, je sais pas comment on dit. Quoi, c'est C'est ça, raciste, les moutons sont bien gardés. Bah, je sais pas si c'est raciste mais c'est genre, enfin ça fait un peu genre on va maintenir la hiérarchie sociale qui est en place, la distinction ségrégationniste. importante qu'il y a entre sorciers et moldus. Alors c'est vrai qu'à la base c'était un roi moldu qui était pas sympa du tout et qui a cherché à se débarrasser de tous les sorciers. Donc c'est clair que c'est lui qui est en fausse. Mais il n'empêche que ça a l'air de montrer que faut surtout pas que les moldus essayent de s'occuper de magie. Ouais. Puis le commentaire, il a rien de non plus, puisque Albus Dumbledore part sur les animagi, puisque l'autre se transforme en lapin. Donc on a une anecdote sur... un lapin et puis voilà les animagi et puis je crois oui les arbres qui sont faits à partir Ouais mais ça c'est baguettes intéressant. qui sont faits à partir On a d'arbres. plein d'informations supplémentaires sur les animagus. Ouais. C'est pas mal de savoir plus sur les animagus. Ben on le savait déjà en fait hein. Il y avait pas mal de trucs qu'on savait déjà. À part le petite anecdote du lapin blanc là qui devient la mascotte de Henri VI. Voilà quoi. Bref. Ouais. Non mais dans l'ensemble, le commentaire du conte, moi je l'ai trouvé intéressant, même si une fois encore il n'a rien à voir avec le conte. C'est des choses sur les animagus, c'est des choses également sur la génétique de la magie ou ce genre de choses.
comme quoi donc on est sorcier, on ne peut pas le devenir et tout ça. Mais c'est plutôt intéressant. Moi, oui, mais je veux dire là, honnêtement, quand ils nous parlent d'animagi qui se transforment et tout, qui peuvent se transformer en un seul animal et qui sont encore conscients et tout, je veux dire ça on le savait déjà quoi à travers les livres. Donc on a rien de neuf. C'est une nouvelle histoire, ouais, c'est pas mal. Non, bon j'ai rien dit. Ouais. Bon, on va finir avec le conte des trois frères, que vous connaissez déjà tous à travers le tome 7. Alors c'est quoi celui-là? C'est celui où il y a trois frères qui se connaissent pas, qui se retrouvent devant le notaire et qui gagnent sans patate, c'est ça? Non, c'est pas ça? Là, ils se retrouvent sur un pont. Ouais, alors il y a une illustration par J.K. Rowling des trois frères arrivant sur le pont. Et le problème, c'est que quand moi je regarde l'illustration, j'ai l'impression que c'est trois sœurs. Est-ce qu'ils ont les cheveux longs? Je sais pas si elle fait ça. Ouais, non, la démarche. Elles ont les cheveux longs. Là, c'est vrai que là. Là, il y en a une qui a genre. Qui a des formes sinueuses, disons. Non, c'est vrai. Moi, je dirais plutôt qu'il y a un vachement gros problème de perspective au niveau de la rivière, tu vois. Parce que ça devrait faire, tu sais. Non, mais ça devrait faire. Quand vous mettez sur un rail de train. Au début, les rails ils sont vachement écartés, puis à la fin ils se touchent quasiment. Et ben là, ils sont tout droits et derrière. Ouais, mais derrière il y a la mer, quoi. C'est un lac, c'est plus une rivière qu'ils doivent traverser. Ouais. C'est la mer, c'est l'océan. C'est Moïse qu'il faut appeler là. Mais non, il y a un pont, pas besoin. Bah ouais, mais tu peux pas traverser la mer avec un pont. Et pourquoi pas? Une petite mer. Ouais, bah, ton pont. Ouais, je sais pas, ouais. Une grande mer là. C'est un dessin quoi. En plus, ouais, la ligne d'horizon elle est pas bon. Mais. Non, mais. Moi je les aime bien les dessins de J.K. Rowling. Oui, ils sont pas mal, mais à y regarder de plus près, moi j'y trouve plein de petits trucs qui font un détail qui me choquent quoi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'elle met toujours des petites roses autour de tous ses dessins, y compris là quand il s'agit. Ouais, mais là il s'agit quand même donc de trois frères qui rencontrent la mort. Et on a quand même des roses partout autour du dessin, genre c'est le printemps et des oiseaux chantent. On a même l'arbre c'est le sureau derrière la mort. Ouais. Enfin bon, donc il y a le conte qui est... j'ai pas vérifié que c'était mot pour mot le même que dans le livre, mais enfin bon, a priori ça devait ressembler pas mal quand même. J'ai pas vérifié non plus. Et après, on a des commentaires sur les baguettes. Moi, c'est mon commentaire préféré à la fin, où on nous parle donc des différentes baguettes, des pouvoirs des baguettes, de la baguette de l'aîné, etc. Moi j'aime bien juste le premier paragraphe, je vous le lis parce qu'il est quand même pas mal. Lorsque j'étais un jeune garçon, donc là à nouveau il part en cacahuète, cette histoire me fit une très profonde impression. Je l'entendis pour la première fois racontée par ma mère et ce fut bientôt le conte que je réclamais plus souvent que les autres à l'heure du coucher. Cela provoquait fréquemment des disputes avec Abel Force, mon frère cadet, dont le conte préféré était Grincheuse la chèvre. J'ai adoré ce truc quoi. Et du coup je me demande qu'est-ce que ça peut être donc ce conte de Grincheuse la chèvre pouilleuse quoi. Bah ça serait pour Biddle le Barbe 2. Ouais voilà. Et la suite je me souviens plus. Mais on a... La suite, il y a des commentaires sur de quoi sont faites les baguettes. Il y a genre par exemple plein de proverbes sorciers sur comme quoi il faut pas qu'un sorcier dont la baguette est faite de chêne se marie avec une sorcière dont la baguette est faite de houx ou ce genre de choses. Oui. Ah oui. Et dans l'ensemble, Albus Dumbledore parle vite fait des reliques de la mort, mais ce qui est étonnant c'est qu'il en parle pour dire que en gros c'est n'importe quoi et que cette théorie est absolument sans fondement. Alors qu'on sait que lui-même, pendant longtemps, a cherché les reliques. Mais justement, il a mûri. C'est... Donc... Non, ça se tient. Non, ça se tient pas. Ça se tient pas. On sait qu'il s'y intéresse depuis qu'il a 17 ans. Juste quand il est diplômé de Poudlard et qu'il a toujours cherché à les retrouver. Et puis vu qu'il avait la carte d'invisibilité. Oui, mais toujours dans la préface, t'as Rowling qui dit n'oublions pas que les notes ont été rédigées avant la mort et donc c'est peut-être l'époque où lui tentait de détourner quiconque de la recherche des reliques parce qu'il savait qu'elles existaient pour de vrai et que elles étaient néfastes. À cette époque-là, Voldemort n'était pas encore à la recherche
La baguette de la baguette de Suro, oui, je veux bien. Mais les notes de Dumbledore, elles étaient censées ne pas être lues, enfin n'être lues que par lui. Non? Oui, mais même. Donc il avait pas besoin de se mentir à lui-même. Non, mais je pense pas que les notes de Dumbledore étaient censées être lues que par lui, parce que sinon je vois vraiment pas pourquoi il noterait. Enfin, sinon il les aurait pas laissées en lui, il aurait pas testament. besoin de se rappeler que le conte préféré de son frère c'était un chose à chèvre pouilleuse. Non, mais moi j'ai presque l'impression que c'est genre attention, si quelqu'un le lit, je vais faire en sorte que il pense que les reliques n'existent pas et comme ça je serai tout seul sur le coup, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça va plutôt donner cette impression-là. Pas gâteux, mais il était bien fêlé quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux hein. À 150 ans. Ouais, c'est vrai qu'à mon avis, à 150 ans, je serais peut-être plus non plus très bien dans ma tête. Tu seras comme les Inferi dans la bande annonce. Chou, toi, à 150 ans, je serais mort. Bah ouais, tu t'auras la peau collée et tout. Bon, on va s'arrêter là. Oui, je pense que ça. Ça devient. Alors, en ça devient conclusion, n'importe quoi. Je sais pas si vous avez des choses à dire sur le livre en général, peut-être. Ouais, la couverture est pas mal. Non, je trouve la couverture pas Moi- mal en relief et tout. Bon, après, au niveau contenu, on connaissait déjà tout. Les commentaires intéressants. Je suis pas d'accord, on connaissait pas tout, c'est pas vrai. On savait pas comment Nick Cage-107 était mort. Non, on non, non, connaissait- mais enfin, on je apprend parlais. des choses quand même. On n'apprend pas énormément de choses. Non, on mais je apprend parlais des au choses. niveau des comptes parce qu'Amazon nous a fait des résumés, mais ils nous les ont plutôt très bien résumés, je trouve. Au niveau ouais, des comptes, c'est vrai. on connaissait déjà plutôt très bien les comptes. Et après, au niveau des commentaires, c'est vrai que ça commente pas trop les comptes, mais on apprend plein de trucs intéressants. Moi, dans l'ensemble, je dirais, je vous conseille d'acheter la version de poche. La version de collector, je suis pas certain que ça vaille le coup. Ouais, parce Hein. qu'elle est quand même à 66 Mais euros. la je version de poche, crois. elle est bien. Ouais. Mais bon. Après, le principe, c'est aussi que tous les bénéfices vont à une œuvre de charité. Et que donc, c'est aussi pour ça qu'on paye. Quoi. C'est parce Ah, que ça va, après, je vais ça permet l'acheter, d'aider hein. les enfants en difficulté. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que le but initial de ce bouquin, c'est vrai que tous les fonds sont reversés à cette association. Oui, mais la question que je me Je pose, crois que c'est la même en plus que. Oui, voilà, c'est justement, est-ce que c'est la même dans le monde entier ou si c'est juste pour l'Angleterre, c'est comme Relief, et en France ça va être, je sais pas, UNICEF ou autre chose. Non, c'est la même partout. Hein. Non, c'est la même partout. C'est l'organisation caritative qui a été cofondée par J.K. Rowling, qui s'appelle La Voix des enfants. Pour les enfants. Et qui cherche à prendre en charge des enfants qui sont placés en institution en Europe. Ah oui, je crois que c'est la même. Comme Relief. Non, c'est pas comme Voilà, pour le c'était Quidditch Comic à travers les âges. Je sais plus laquelle c'était. Comic pour Relief. les- Non, c'est Comic Relief, ouais. ouais. Ouais, j'ai un accent pourri, je sais. Donc non, là c'est différent. Parce que depuis elle s'est lancée dans cette association et du coup elle fait ce qu'elle peut pour la Ce promouvoir. qui quoi. peut se comprendre. Ce qui peut se comprendre, de toute façon c'est une association à un but très noble, hein, de toute façon. Mais C'est vrai, achetez le livre, il faut sauver les petits les Européens de l'Est. Bon, voici la fin de notre 29e podcast de la rythme. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous à le réaliser. Vous pouvez bien entendu nous contacter sur notre adresse électronique rythme@gazette-du-sorcier.com. Nous laisser un message. Moi qui réponds, donc soyez polis. Voilà. Oui, parce que sinon il mord. Nous laisser un message sur Skype gazette-du-sorcier, c'est notre identifiant. Bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter sur le forum dans le bas de la Gazette. Et donc pour nous laisser vos avis, vos réactions, vos propositions de mariage non pronommées déjà pris. Vous pouvez nous donner des sujets, nous proposer des sujets que nous pourrions aborder dans la suite. Parce que cette émission c'est avant tout la vôtre. C'est nous qui la faisons, mais c'est vous qui l'écoutez pour parodier l'autre. Et Ouais. n'est-ce C'est pas hein joli. Mais je n'ai aucun mérite, Et Tu l'as pris dans ton bouquin, ça? Pardon?
Tu l'as pris dans ton bouquin, comment faire les discours? Ouais, voilà, c'est ça. Comment finir des conclusions de podcast. Voilà, c'est tout un art. Bref, pour ne pas s'étendre et pour faire mentir pour une fois la rumeur qui veut que je ne fais jamais les conclusions ni les introductions parce que je parle trop, n'est-ce pas? C'est pas grave, on coupera en montage, hein. C'est là où on dit ça, mais en fait ça reste, c'est pas grave. Ouais, comme d'hab. On dit toujours Comme ça, d'hab. ouais. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur la rythme et sur la Gazette. Au revoir. Voilà, c'était Pruno, Au revoir. Pruno, Smokeman, Beagle et Elena. Et bonne année. Au revoir. Et on se quitte donc, comme d'habitude, avec une chanson de Wizard Rock. Dans cet épisode, on finit avec une chanson d'un groupe qui s'appelle The Parcel Mouse, donc les fourches langues. Et la chanson s'appelle Ask Me to the Yule Ball. C'est donc une demande d'une fille qui veut se faire inviter au bal de Noël, le bal qui est dans le top 4. It's almost that super awesome, real fun time of year where the girls act sneaky and they spy in hopes to overhear what the boys discuss in secret as they're walking off to class. 'Cause we really need to know which girl they plan to ask. It starts to get real awkward as the boys start taking pick. Like for instance, Ginny Weasley, she got snatched up really quick, and the rest of us are waiting and we're all holding our breath. If I don't get asked really soon, this ball may be my death. Someone freaking asked me